Bienvenue dans les Voix des solutions. Parce que j'ai la chance de croiser des personnalités engagées pour un monde plus inclusif, j'ai souhaité partager ces rencontres avec vous dans cette série de podcasts. Il fait lire des millions de personnes avec ses romans et c'est l'un des écrivains les plus populaires et les plus lus. Mais il n'est pas seulement écrivain, il est aussi cinéaste, essayiste et créateur de l'association Lire et Faire Lire. Et justement, en escale à Paris, il est venu nous en parler au micro des Voix des solutions. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Alexandre, lors d'une interview sur Lire et Faire Lire, tu as dit « Les livres sont le grand médicament social ». Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce que ça veut dire, ce grand médicament social. Je crois qu'il y a un énorme malentendu. Quand on parle de lecture, les gens pensent polar ou je sais pas, pensent plaisir sur une plage avec un bouquin sans comprendre toutes les inductions de la lecture. Et les inductions sont phénoménales parce que on sait que le taux de croissance dans un pays, donc la création de valeur, est directement corrélé au niveau du langage. Si l'être humain n'a pas de mots, il crée très peu de valeur. Il imagine moins, il construit moins, il est beaucoup moins subtil. Donc notre richesse, notre bien-être dépend en grande partie de la quantité de mots qui circulent. Ensuite, l'inclusion de tous. Tous les nouveaux Français, tous les gens qui rentrent dans la communauté nationale, sinon pas de mots, comment font-ils ? C'est pas possible en fait. Donc ça passe par les mots. Ensuite, la violence. Toutes les études montrent, qu'il y a un lien très étroit entre le niveau du lexique des jeunes et les passages à l'acte. Les jeunes qui ont peu de mots tapent. Oui, c'est ce que j'avais vu dans ton livre 1+1+1. Tu cites Claude Bardon, l'ancien directeur des renseignements généraux, qui lors de son métier, en fait, avait constaté tout simplement qu'il y avait une corrélation très forte entre le niveau de mots qu'un homme a, et la violence. Et en fait, en clair, moins un être humain possède de mots, plus il tape dur, c'est ça ? Surtout au moment de l'adolescence, c'est-à-dire au moment des grandes tensions internes. Si on ne peut pas le métaboliser par du langage, pour en faire une revendication, un projet, une entreprise, une association, ça marche pas. Tout à coup, l'être humain bloque. Or, on peut pas ne pas faire le travail de fond. Une réponse directe, qui est une réponse policière ou judiciaire, évidemment qu'elle est nécessaire, mais le travail de fond, c'est quand même d'éviter de fermer le robinet. Or, ça passe par l'acquisition du langage, donc par la lecture, et par la lecture plaisir. Et puis, il y a aussi quelque chose qui, moi, c'est la qualité de nos sentiments, la qualité de notre vie amoureuse. Si on veut avoir accès à tous nos mots affectifs, à toutes nos émotions, à toutes nos passions, ça passe par le langage. J'étais il y a quelque temps sur RTL et il y a tout à coup une femme qui appelle et qui parle de son grand amour. C'est une très vieille dame qui avait rencontré dans sa maison de retraite son grand amour 2 ans auparavant. Et elle découvrait l'amour absolu. Et elle témoignait, et c'était évident qu'elle avait les mots. Et qu'elle avait accès à ça parce qu'elle avait les mots. Donc on voit bien que la qualité de nos liens, la qualité de la richesse, la qualité de la paix civile, la qualité... Enfin, tout ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas de mots. Et puis toutes les politiques. C'est-à-dire tout ce qu'on imagine, par exemple les politiques d'insertion, quand un jeune sort de prison, ou un moins jeune. En réalité, ça a été pensé par des gens qui avaient des mots et qui imaginaient que ces jeunes en avaient. Mais ils n'en ont pas. Or, quand un jeune sort de prison, s'il n'a pas de mots, il repart. Il tape, comme disait Claude Bardon. Il tape. Il tape. Donc, en fait, ceux qui ont des mots imaginent des politiques en supposant que tout le monde en a. Mais c'est pas vrai. Et cette relation, Alexandre, entre justement la lecture et l'inclusion sociale, elle est surgie comment chez toi ? C'est-à-dire, est-ce que c'est apparu évident tout de suite ou... Non, moi, je suis un brave bourgeois du centre-ville de Paris, mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est vrai que
tout à l'heure, vous avez cité Claude Bardon, qui était un très grand flic français, un patron des renseignements généraux. Il m'a beaucoup appris. En réalité, on se rend compte que les très très grands flics sont des gens qui gèrent la violence à l'intérieur d'une population. Oui, qui la côtoient. Ils la côtoient, donc ils se posent beaucoup de questions. Et ce sont très souvent des psychologues hors pair, parce qu'ils sont confrontés à des sujets terribles, quoi. Et si on parle maintenant de Lire et faire lire, que tu as créé il y a 25 ans, avec la Ligue de l'enseignement et puis avec l'UNAF, c'est né comment cette volonté d'association, et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment ça fonctionne? Alors, c'est né à Brest. Un jour, dans mon salon, j'avais réuni plein de gens, beaucoup de journalistes, pour leur poser une question. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre profession comme expérience qui répare la société et qui marche? Et à un moment, il y avait un journaliste, François de Closet, qui dit « Moi, j'ai vu un truc à Brest. J'ai les coordonnées de ces gens. L'Office des retraités de Brest, depuis 15 ans, envoie les retraités dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture. » Et de Closet dit « J'ai failli faire une émission à partir de ça. Finalement, j'ai compris que c'est pas une émission. Voilà les coordonnées. » J'y vais avec un ami d'enfance qui a été le premier président de Lire et faire lire, Pascal Guénet, qui dirige aujourd'hui l'Institut pratique du journalisme. Et je pars avec Pascal, et on interroge les gens là-bas, et tout de suite on comprend qu'ils ont trouvé quelque chose d'énorme. Tout ça dans des quartiers populaires de Brest. Ils ont compris que dans le lien intergénérationnel, il y a une transmission de valeurs, d'émotions, d'écoute, d'attention, qui a des inductions extraordinaires et qui fait que dans les écoles où ils interviennent, il y a beaucoup plus de livres qui sortent des bibliothèques. Ça contribue extraordinairement à réduire l'échec scolaire. Et tout ça, ça ne dit pas son nom, puisque c'est simplement une dame ou un monsieur qui se pointe et qui vient lire Le Chien bleu. Il n'y a pas marqué « Je répare la société ». Et c'est pour ça que c'est efficace. Parce qu'il n'y a rien marqué. Le petit voit simplement une dame qui s'intéresse à lui. Et donc, on s'est dit, il faut arriver à construire, à partir de l'expérience brestoise, une toile sur tout le pays. Alors, on a rencontré la Ligue de l'enseignement, puis l'UNAF, les associations familiales. Et on s'est mis à construire. Et aujourd'hui, il y a 750 000 enfants. 750 000 enfants, combien de bénévoles? Alors, 18 000. Partout, on en a dans perdu toute la France. Pendant Covid. On était à 20 000. Évidemment, Covid, tous les vieux ont eu peur. Ils sont restés à la maison. Et donc, là, on remonte. Et pour aller au bout de cette idée, en fait, on a l'impression que c'est très simple. Tout simplement. Tu décris très bien les effets incroyables que ça peut produire. Alors, et en même temps, ça fait 25 ans que Lire et faire lire existe. Grossit. Donc, pourquoi c'est pas encore plus massif partout? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas encore à 3-4 millions d'enfants? Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrive à ces chiffres-là, parce qu'on n'a pas fait du tout Lire et faire lire pour faire une association. Hein. On l'a fait pour faire une réforme de société, pour faire une nation de lecteurs. Alors, très bizarrement, je suis tombé pendant ces 25 ans sur des ministres qui m'ont tout à fait encouragé, mais qui jamais n'ont compris qu'il fallait y aller, quoi. Qu'il fallait aller vers une généralisation. Or, je pense qu'il y a un mécanisme mental qui flingue ce pays, et qu'on retrouve là, mais dans plein d'autres domaines, c'est qu'on a affaire à des gens qui pensent que le haut fait le bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dans l'idée que ce qui va venir du bas d'un quartier de Brest est potentiellement une solution nationale. Il y a une forme de, je vais employer le terme, de mépris. Ça vient du bas. Ça vient un peu de chez les gueux. Alors que les gueux sont très intelligents aujourd'hui. Donc, il y a ce mécanisme mental qui fait que une instruction présidentielle glorieuse pour faire un événement ou une année de la lecture, ou je ne sais quelle connerie, mais qui n'a pas de contenu, sera toujours semblera plus chatoyante que ce que font les dames dans des quartiers populaires de Brest ou d'ailleurs, quoi. Ouais, ce que tu dis, c'est presque trop simple. Ouais. Et puis c'est pas leur monde. Ça vient pas d'eux.
Ça semble hallucinant, hein. Mais en réalité, on voit bien que l'énorme créativité sociale, ou du secteur mutualiste, est assez peu relayée par les différentes équipes gouvernementales, parce qu'à chaque fois arrivent des gens très sérieux, du Conseil d'État, du machin, des trucs, qui ne sont pas issus du terrain, qui très souvent ont une culture juridique dans les cabinets, et qui ne sont pas issus des quartiers, qui ne sont pas issus... on a une technostructure qui est d'abord très parisienne, et qui pense quand même que les gueux sont un peu moins malins, qu'ils ont moins bien réussi leurs examens. C'est dingue, hein. Donc quand on arrive avec une solution aussi basique, ils ne voient pas l'extraordinaire intelligence des inductions. Et notamment, on s'attaque avec Lire et faire lire à quelque chose que le politique a du mal à cerner, qui est la question du plaisir. Le plaisir. Or, on sait très bien que si un enfant n'éprouve pas de plaisir devant l'écrit, il ne va pas pérenniser l'acquis scolaire. Or, tout l'enjeu de Lire et faire lire, c'est d'augmenter le nombre d'enfants qui vont éprouver du plaisir, qui vont se marrer, qui vont chialer, en partageant un moment avec quelqu'un. Et cela, on ne les retrouvera pas dans les 20% qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Mais le politique a beaucoup de mal avec ce qui n'est pas quantitatif, ce qui est très immatériel, le plaisir. Il n'y a pas de loi sur le plaisir. Non, c'est vrai. On ne sait pas très bien comment aborder le truc. Or, Lire et faire lire, c'est ça. C'est la transmission de ce truc un peu étrange qui s'appelle le plaisir partagé et qui vaccine contre l'échec scolaire. Parce qu'un petit qui se marre devant des bouquins reviendra, comme du sucre. Ah, c'est sucré. Tiens, j'en reprends. Une barbe à papa. Toc, j'en reprends. C'est la notion du plaisir. Oui, c'est ça. Et donc, ça n'est pas dans la gamme des choses qui sont... Pourtant, c'est très évident sur le terrain. C'est pour ça que les bénévoles sont aussi heureux de participer à Lire et faire lire. Et sont bien accueillis, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais, au fond, c'est une affaire de terrain, Lire et faire lire. De proximité. Oui, de proximité. Et puis, les bénévoles arrivent, ils sont sur le temps périscolaire. Au bout d'un moment, ils font partie des meubles de l'école. Et les enseignants les font rentrer dans le temps scolaire une fois qu'ils connaissent la dame du jeudi. Donc, ça se fait spontanément, intelligemment. En fait, le corps social est très intelligent. Et puis ensuite, tous ces gens, j'allais dire ces dames, parce qu'il y a 90% des bénévoles de Lire et faire lire qui sont des femmes, prennent des initiatives, parce qu'elles sont confrontées à des situations. J'ai vu à Lyon des femmes, et ça m'a complètement fasciné, il y a quelque temps, qui ont vu que les enfants du voyage n'étaient pas scolarisés de manière régulière. Et l'institution, au fond, faisait la morale, voire envoyait les gendarmes. Ça marchait pas. Donc elles ont pris des cabas, ont mis des bouquins dedans, elles sont allées dans les roulottes. Sur place. Ouais. Et alors je leur dis, en fait, les mamans ont été très touchées qu'on veuille bien s'intéresser à leurs enfants, et elles ont convaincu les mamans de scolariser. D'emmener les enfants à l'école. Ouais, tous les matins. Et au fond, elles ont réussi là où l'institution échouait, là où la loi échouait. Parce qu'entre envoyer une dame qui prend du plaisir avec votre enfant et puis envoyer des gendarmes, il y a un petit écart. C'est sûr, ça marche pas aussi bien. Non, il y a un truc qui marche, il y a un truc qui marche pas. Alexandre, je voudrais te parler un peu du Crédit Agricole, oui. Parce que c'est ce qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer aussi. Et tu sais qu'au Crédit Agricole, l'inclusion sociale économique des jeunes, c'est vraiment un enjeu pour nous. Et notamment, un de nos engagements, c'est de lutter contre le déterminisme social. Et il y a des choses en fait qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'un enfant sur 8 en France n'a aucun parent en emploi. Un enfant sur 5 vit dans une famille dont les revenus sont sous le seuil de pauvreté. Et donc, ma question, en fait, c'est comment, avec Lire et faire lire, on pourrait aller plus loin et comment on pourrait justement lutter contre ce déterminisme social hérité à la naissance. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? D'abord, il y a une culture commune, qui est ce qu'on appelle les cultures mutualistes. C'est-à-dire, au fond, ce sont des gens qui sont d'accord pour être responsables. Ça change tout. Hein. Entre un citoyen qui pense que c'est
à l'état de faire, ou des gens qui se réunissent avec des élus. Or, au sein du Crédit Agricole, il y a tout ça. Il y a tous ces mécanismes. Vous avez des élus, vous avez des gens qui font des événements, des gens qui parlent à leurs clients, et qui leur parlent vraiment, qui n'ont pas qu'une relation de clientèle, parce qu'il y a des valeurs. Et je pense que si on arrive à marier la culture interne mutualiste du Crédit Agricole avec ses ramifications, ses liens locaux, avec Lire et faire lire, on va ensemble faire des événements qui vont ramener beaucoup plus de bénévoles, qui vont sensibiliser beaucoup plus de communes, et je pense qu'on va passer à 750 000 ensemble à plusieurs millions. Les fameux 3 millions d'enfants. Oui. Et au fond, je crois beaucoup aux alliances de valeurs. Parce qu'il y a des choses qui sont évidentes à l'intérieur d'un système mutualiste. Et notamment cette responsabilité. Donc c'est un club de gens qui sont plutôt d'accord pour se prendre en main. Au plus près du terrain. Au plus près des réalités, en fait, des territoires. Oui, voilà. Et en plus, vous êtes organisé pas de manière centralisée comme l'État. Vous avez l'intelligence du terrain. Et c'est ça qui fait grandir. Lire et faire lire. C'est le terrain intelligent. Donc je pense qu'on va se marier gentiment et qu'on va faire beaucoup de petits. On devra en faire 3 millions. Oui, on a un peu de pain sur la planche. Écoute, j'aimerais te poser un peu pour clore un peu cet échange, j'aimerais te poser une question sur toi. Et notamment que tu me racontes un peu quel est ton rapport à la lecture, enfin en tout cas ton premier rapport à la lecture. Alors au début, je n'ai pas beaucoup aimé la littérature. J'ai lu un roman qui m'a tellement subjugué, très très jeune, je devais avoir 13 ans. C'était lequel ? Le voyage au bout de la nuit. Et derrière, à peu près tout me paraissait sans saveur. Et donc ça m'a plutôt éloigné de la littérature, bizarrement. Et je me suis mis à lire des biographies. Et c'est par les biographies que je suis vraiment rentré dans la lecture. Ça me permettait de passer des soirées avec des gens triés sur le volet sur 3000 ans, qui avaient un certain relief, qui étaient à peu près dingues, qui tous essayaient des trucs. J'adorais passer une soirée avec Churchill, et puis finalement écouter Cléopâtre, qui est comme une fille absolument incroyable. Donc je me suis mis à lire. Je dois être un des Français qui aura lu le plus de biographies. Et puis après, à 20 ans, j'ai commencé à écrire et je suis revenu vers la littérature. Et puis, j'ai un comportement de goinfre. C'est que j'ai toujours 5 ou 6 livres en même temps, en cours. Mais comme dans un dîner où il y a plein de gens, on a envie de parler avec des gens différents. Écoute, je terminerai par ton ambition de départ. Tu as dit ça tout à l'heure, tu as dit je voulais créer et je veux créer un peuple de lecteurs. Oui. Avec les livres, le grand médicament social. Donc écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci Alexandre, à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez Les Voix des Solutions sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.